Bon matin à tous. Merci d'être présents à ce beau petit déjeuner conférence virtuelle avec notre conférencier, M. Robert Dumas. Mais avant, vous savez, soyez pas gênés de poser des questions, vous pouvez aller dans le chat. Et si on n'a pas le temps, l'équipe de M. Dumas va faire en sorte de répondre à toutes vos questions. On enregistre aujourd'hui parce que nous allons placer la vidéo sur le site Internet et on pourra la partager également. Alors, vous savez que chaque événement, pour nous, nous avons des partenaires majeurs. Je désire saluer le Centre de services scolaires de la région de Sherbrooke, l'Ordre des CPA de l'Estrie, Desjardins Entreprises, MNP, Promutuelle Assurance Centre-Sud Québec, le régime des chambres de commerce, également Sherbrooke Innopol et l'Université de Sherbrooke. Alors aujourd'hui, nous allons parler de santé mentale en entreprise et pour nous faire une belle présentation, j'ai le plaisir de vous présenter M. Robert Dumas, qui est président et chef de la direction de Sun Life Québec. M. Dumas, pour certains, l'ont rencontré il y a 4 ans déjà, mais pour sa bio, M. Dumas occupe le poste de président et chef de la direction de Sun Life Québec. Il s'affaire à poursuivre la croissance de l'entreprise au Québec et accroître son rayonnement dans la communauté. On parle de Québec parce qu'il y a un Sun Life à travers le Canada, j'imagine dans toutes les provinces également. Puis avant de devenir président en 2014, M. Dumas a bâti et mis en œuvre la stratégie d'affaires de l'entreprise au Québec, en plus de gérer les équipes de régime collectif de retraite et de garantie collective. Expert reconnu dans le milieu de la retraite, M. Dumas s'est joint en 2012 à Sun Life après une carrière de 28 ans chez Merce Canada. Il a géré et développé le secteur de la retraite, du risque et des finances pour le Canada et l'Amérique latine en tant que membre principal de partenariat. M. Dumas possède une connaissance approfondie des besoins et des attentes des entreprises québécoises et de leurs clients, qui s'appuient sur plus de 30 ans de pratique. En février 2018, M. Dumas a reçu la prestigieuse distinction Personnalité financière de l'année dans le cadre du top 25 de l'industrie financière du journal Finance et Investissement. Robert Dumas est très actif au sein de la collectivité. Il préside le conseil d'administration de Centraide du Grand Montréal. Il siège au conseil d'administration de l'organisme Dans la rue et de la Fédération des chambres de commerce du Québec. C'est là qu'on l'a rencontré. De plus, il est membre du conseil des gouverneurs de Finances Montréal. M. Dumas détient un baccalauréat en sciences actuarielles de l'Université Laval, ainsi que les titres de Fellow de la Society of Actuaries et de l'Institut canadien des actuaires. Alors, accueillez avec moi M. Robert Dumas. Je n'ai pu résumer sa bio parce que c'est quand même très important. Un homme impliqué. Alors, M. Dumas, je vous passe la parole. Merci, Louise, c'est très gentil. Mais tout d'abord, je voudrais vous remercier de m'accorder cette magnifique tribune pour vous parler d'un enjeu de société qui nous préoccupe beaucoup à la Sun Life, pas seulement en tant qu'assureur, mais aussi et peut-être surtout en tant qu'employeur, tout comme vous. Alors, si la pandémie, c'est le tremblement de terre qui a secoué notre monde, on peut dire que son impact sur la santé mentale est en quelque sorte le tsunami qui a suivi. Parce que la pandémie est venue amplifier la crise de santé mentale. Et ça, c'est une crise qui gagnait déjà du terrain au Québec comme au Canada. Et chaque semaine, et faites attention, le chiffre est impressionnant, chaque semaine, 500 000 employés s'absentent du travail dû à des problèmes psychologiques. Et au sommet de la liste, on voit l'anxiété, le stress, la dépression et des problèmes de dépendance. Et ces 500 000 personnes-là peuvent être des jeunes, peuvent être des personnes âgées. Elles habitent dans tous les coins du pays. Elles viennent de toutes les classes sociales et de toutes les cultures. Mais malheureusement, elles n'ont pas tous les mêmes outils pour affronter la tempête. Alors, à la Sun Life, on sonde régulièrement les Québécois et les Canadiens
à propos justement de leur bien-être psychologique. En août dernier, 55% des personnes sondées nous disaient éprouver des problèmes de santé mentale. Ce qui me préoccupe le plus, c'est que ce pourcentage-là de 55%, c'est le même qu'au plus fort de la crise en 2020, en avril 2020. Tout ça malgré l'allègement des mesures sanitaires, malgré la vaccination de la population, malgré le retour des enfants à l'école, le niveau de détresse psychologique demeure toujours aussi élevé. Alors, pire encore, plus de la moitié des employés en détresse disent qu'ils ne reçoivent aucun soutien médical, soit parce qu'ils sont inconfortables de demander de l'aide, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens de demander de l'aide. Alors, tout ça, il faut que ça change. Les problèmes de santé mentale, c'est la principale cause d'invalidité au Canada. Ils représentaient 35% de nos demandes de règlement d'invalidité en 2020 et c'était 30% en 2019. Ça, c'est le plus que le double des demandes qui sont liées au cancer. Alors, ça vous donne une idée de l'ampleur du problème. La santé mentale, c'est non seulement la première cause d'invalidité, mais c'est aussi celle qui est dans le plus forte croissance. On parle de 27% en 2014 et 2019. Alors, il n'y a pas de doute, la santé psychologique des Québécois, comme celle des Canadiens, elle se détériore et elle se détériore rapidement. Alors, à la Sun Life, on est aux premières loges. Au Canada, on gère présentement 67 000 cas d'invalidité. Et ces cas-là représentent près de 10 milliards de dollars en prestations. On gère aussi annuellement 65 millions de demandes de réclamation pour des médicaments et 13% de ces demandes-là concernent le traitement de la dépression, des troubles mentaux et du stress. Alors, si les entreprises ne mettent pas la santé mentale au cœur de leur stratégie d'affaires, on va faire face à un mur. Alors, comme employeur, ici, on a une occasion de prioriser la santé mentale dans notre stratégie de retour au bureau. Parce que de plus en plus d'employeurs et de télétravailleurs envisagent un retour physique sur les lieux de travail au cours des prochains mois, et dans certains cas, c'est déjà fait. Alors, le retour au bureau va amener un lot de défis pour plusieurs employés. Alors, on imagine les travailleurs qui reviennent auront été à la maison depuis des mois parce qu'ils étaient en télétravail, parce qu'ils étaient en congé d'emploi ou tout simplement mis à pied temporairement. Alors, on peut s'attendre à ce que cette transition-là au travail augmente la tension mentale des Québécois. Et dans le contexte d'une pénurie de main-d'œuvre dont on entend parler à tous les jours, aucune entreprise peut se permettre de perdre des travailleurs pour des raisons de santé mentale qu'on peut prévenir dans plusieurs cas. Les secteurs de la construction et de la santé, où il y a 25 000 emplois vacants, sont particulièrement touchés par cette problématique. Et le problème est complexe, mais ça s'explique en grande partie par le vieillissement de la population. Alors, d'ici 2023, il va y avoir 600 000 départs à la retraite et la création de 150 000 emplois. Alors ça, c'est un manque à gagner qui est énorme. Et notre plus récent sondage indique qu'un Québécois sur 10 a quitté son emploi en raison d'un manque de soutien en santé mentale. Alors, on voit à quel point on ne peut pas ignorer l'enjeu. Et dans la tranche d'âge des 18-34 ans, c'est un travailleur sur 5. C'est 20% qui a quitté son emploi pour les mêmes raisons. Alors ça, c'est vraiment préoccupant. Et une anecdote personnelle, il y a 2 semaines, je suis allé à une fromagerie qui est tout près du marché public où je demeure et le propriétaire de la fromagerie, qui est un ami de longue date, me disait qu'il a décidé de mettre en place un programme d'assurance collective pour ses employés, qui une grande partie est déjà à temps partiel, et il m'a expliqué que c'était tout simplement parce qu'il voulait garder ses employés. Et ce qu'il me disait, c'est que ça fonctionne très bien, la réception des employés était magnifique. Alors, si les entreprises ne font pas de la santé et de la santé mentale une priorité, elles vont perdre des employés au profit des entreprises qui sont plus flexibles, plus conciliantes et plus compréhensives.
Alors, pour les entreprises qui avaient déjà de la difficulté à trouver des employés, l'absentéisme que vont engendrer les départs en invalidité, ça va devenir un réel casse-tête. Alors, la santé et le mieux-être des employés va donc devenir une priorité stratégique pour toutes les entreprises du Québec, les petites comme les grandes. Une autre statistique inquiétante, c'est qu'un Québécois sur 4 dit ne recevoir aucun soutien en santé mentale de la part de son employeur. Et quand on regarde les PME de moins de 50 employés, c'est une personne sur 2. Et plusieurs employés disent en plus avoir honte de parler de leur détresse psychologique au travail. Et plus du tiers des travailleurs canadiens ne se sentent pas en sécurité d'en parler de leur état mental aux gens au travail. Soit qu'ils jugent que le sujet est trop personnel, soit ils doutent que l'employeur va agir adéquatement s'il parle de cette détresse-là. Et si on pense aux gestionnaires, c'est tout aussi vrai. En effet, le tiers des gestionnaires ne se sentent pas à l'aise d'avoir ce type de conversation avec leurs employés. Ils ne se sentent pas bien équipés pour soutenir et diriger l'employé vers les bonnes ressources. Alors, heureusement, il y a une prise de conscience qui s'accélère et en partie dans le milieu des affaires. Alors, le fait qu'on soit ici ce matin pour en discuter le démontre très bien. En fait, on en parlait encore ce matin dans la presse. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire comme employeur, mais aussi comme dirigeant? Eh bien, moi, je dis qu'il faut, premièrement, investir et deuxièmement, il faut s'investir. Alors, il faut définir une stratégie en santé mentale et investir dans des programmes de soutien en milieu de travail. Et là, je fais attention parce que plutôt que de voir ça comme une dépense, il faut voir ça comme un investissement. En fait, il y a une analyse de la firme Deloitte qui démontre que pour chaque dollar investi, on obtient un rendement annuel de 1,62 $ dans les 3 premières années et 2,18 $ par la suite. Et on sait tous qu'une organisation est performante grâce aux gens qui la composent. Et elle le sera encore plus si les employés sont en bonne santé et en bonne santé mentale. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par investir en santé mentale? Bien, investir dans le bien-être des employés. Et ça veut dire offrir des solutions concrètes pour prévenir les problèmes de santé mentale. Alors, quelques exemples. Sonder régulièrement les employés sur leur état psychologique. Et l'écoute des employés, c'est la clé. C'est ce qui permet d'identifier et de répondre aux lacunes pour les cas de santé mentale. Deuxièmement, offrir une formation pour les gestionnaires. Et cette formation-là va permettre ou va aider les gestionnaires à reconnaître les premiers signes, à avoir un confort, une aisance avec le sujet et amorcer la conversation. Il ne jouera pas au psychologue, mais il va orienter des employés vers l'aide disponible. Et finalement, communiquer clairement ce qui est attendu des employés et leur demander comment ça va. Pas comment a été ton week-end, comment ça va toi vraiment. Il faut faire preuve d'empathie, se mettre dans les souliers de nos employés et aider à créer un environnement sain pour la discussion. À la Sun Life, le mieux-être de nos employés, ça a toujours été une priorité. Par notre raison d'affaires, c'est tout à fait normal. Et ça a pris encore plus d'importance depuis le début de la pandémie. Alors, par exemple, on a doublé le nombre de journées de contraintes personnelles de 5 à 10 par année. Et ça, ce n'est pas des congés comme une récompense. C'est plutôt un investissement dans la productivité de nos employés. Et tout récemment, on a lancé un coach personnalisé pour aider nos employés et nos clients dans leur parcours en santé mentale. Alors, les employés sont invités à faire leur autodiagnostic. Je l'ai fait, moi, ça a pris 15 minutes. Ensuite, les employés prennent leur rendez-vous avec un coach qui est un professionnel en santé mentale et le coach va les guider vers les ressources les mieux adaptées à leurs besoins. Alors, tout ça, ça peut se faire de mon poste de travail. Et enfin, pour permettre un meilleur équilibre de travail, on a instauré des midis, des vendredis après-midi tranquilles. Alors, ce n'est pas un congé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réunion pendant ces rencontres-là. Et ça, c'est une mesure qui est très peu coûteuse, qui a un effet très positif sur la santé psychologique de nos employés.
En fait, pas plus tard qu'hier, une de mes collègues me disait, depuis qu'on a instauré ces périodes-là, ces périodes libres, ça lui permet d'aller s'entraîner le midi. La Sun Life offre aussi des solutions qui sont accessibles à toutes les entreprises, les grandes comme les PME et aux entrepreneurs. Et on a créé une trousse d'outils en santé mentale. Et la trousse est adaptée à toutes les tailles d'organisation, petites ou grandes, encore une fois. Alors, on a voulu guider les entreprises dans les différentes étapes d'implantation d'une stratégie en santé mentale, l'établissement des objectifs, l'établissement des priorités, l'évaluation, en passant évidemment par le plan d'action. Et c'est une trousse qui est conçue à l'intention des employeurs comme vous et moi. Elle est accessible sur le site de la Sun Life, mais elle est aussi accessible par la nouvelle plateforme RH qui a été lancée récemment par la Fédération des chambres de commerce du Québec. Et je pense que Louise vous a fait parvenir le lien qui vous mène à cet outil, cette trousse-là. Alors, bien que la trousse est gratuite et facile d'accès, l'implantation d'une stratégie en santé mentale, c'est possible uniquement avec une volonté réelle des dirigeants à faire du mieux-être des employés une priorité. C'est certain qu'on a besoin de programmes et de mesures RH, mais on a surtout besoin de leadership au sommet. Et ça, je vous le disais plus tôt, il faut investir, mais aussi il faut s'investir. Et comme gestionnaire, il faut examiner nos programmes, mais surtout nos comportements. On doit montrer l'exemple. Il y a des recherches récentes qui ont démontré que les dirigeants qui partageaient ouvertement leur expérience, des expériences positives comme négatives, étaient en fait les plus efficaces quand venait le temps de former des équipes résilientes et performantes. Et on croit encore, à tort, qu'exprimer ses émotions négatives, c'est un signe de faiblesse. Alors, au contraire, partager ces émotions-là, nos vulnérabilités, encourage les autres personnes autour de nous à s'ouvrir sur leurs propres émotions négatives et à surmonter leurs difficultés. Et les exemples de sportifs, les exemples récents de sportifs en sont un bel exemple. Un autre exemple, c'est dans un sommet pour dirigeants d'entreprise qui avait été organisé par le Centre de toxicomanie de santé mentale. On a eu le témoignage d'un dirigeant, un témoignage très surprenant, qui a partagé avec ses équipes qu'il vivait avec la maladie mentale depuis sa jeune enfance. Alors, au-delà de la surprise de ses collègues et des gens dans la salle, dans les jours qui ont suivi son témoignage, les employés de son entreprise ont utilisé 10 fois plus les ressources de soutien en santé mentale. Alors, vous pouvez imaginer l'impact que ça a eu sur la prévention. Et ça démontre bien que les leaders les plus efficaces sont ceux qui ne mettent pas leurs émotions sur le tapis. C'est plutôt ceux qui reconnaissent ouvertement et honnêtement les défis auxquels ils sont confrontés et ils invitent les employés à faire la même chose. Maintenant, ce que je vous encourage à faire, c'est améliorer nos pratiques en santé mentale et à bâtir des collectivités saines et durables. Et c'est intéressant parce que le Québec a souvent été un précurseur pour ce qui a trait aux mesures d'aide sociale. On peut penser à l'assurance médicaments, aux congés parentaux, aux garderies subventionnées, et on peut être tout aussi innovateur quand on parle de santé mentale. Les gouvernements, les professionnels de la santé, les PME, les assureurs, on a tous un rôle à jouer. Et nous, les entreprises du Québec, on peut en faire plus, on le sait. Alors, je suis heureux de voir qu'il y a une prise de conscience qui s'amorce au sein des milieux d'affaires. Maintenant, c'est à nous tous et chacun d'entre nous de passer à l'action et de montrer l'exemple dans nos entreprises. Merci. Merci, Robert. Maintenant, nous serions à la période de questions. J'apprécierais, j'ai quelques membres de conseil d'administration qui sont ici. Mon président, c'est certain qu'il ne pouvait pas prendre la parole, mais il est là, il nous écoute. Il y a Éric Bergeron de Desjardins qui est présent, François Lemieux, petite entreprise de biathlon, Sébastien Lucien, Création Jade. Alors, peut-être que vous auriez des questions intéressantes à nous poser, à poser à M. Dumas.
Mais je vais casser la glace là, quand même. Vous avez mentionné, Robert, avoir remarqué une augmentation du nombre d'invalidités en lien avec la santé mentale. Selon vous, là, quel facteur qui explique cette augmentation-là? Et puis, est-ce que la situation est pire depuis la COVID? Qu'est-ce qui s'est détérioré? Oui, ben, c'est une question qui est intéressante. Et en fait, dans la presse de ce matin, il y a un rapport de l'Institut de la statistique du Québec qui le démontre bien que la santé mentale, c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui, mais qui a été, disons, accéléré pendant la pandémie. Mais si on pense avant la pandémie, justement, pourquoi les gens montraient des signes d'invalidité ou des causes d'invalidité reliées à la santé mentale? La première cause, selon nos sondages, c'est leur situation financière. Alors, ça, c'est extrêmement important et on peut imaginer que pendant une pandémie, c'est encore plus important. Des problèmes de santé physique aussi, qui dégénèrent en problèmes de santé mentale. Et finalement, des relations avec notre environnement, notre famille ou nos collègues de travail. Mais depuis le début de la pandémie, ce qu'on a vu, c'est aussi une fatigue physique, une fatigue mentale causée par l'incertitude, par des changements importants dans notre manière de vivre, de travailler, nos habitudes de vie, et aussi causée par l'isolement. Il faut voir que le travail, assez souvent, ça revêt un aspect social. Dans la mesure où on fait du télétravail, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Et dans certains cas, les gens ont arrêté de travailler. Alors, tout ça, ça a eu des conséquences sur la santé mentale. La première mesure que nous avons eue sous les yeux, c'est l'utilisation de médicaments qui a augmenté de 20 %. Les médicaments qui sont reliés aux conditions d'anxiété, de dépression. Il est encore trop tôt actuellement pour voir le vrai impact sur l'invalidité de longue durée. Parce qu'assez souvent, dans des phénomènes comme ceux que l'on vit, ça prend plus de temps avant de se matérialiser et ça va aller au-delà de la durée de la pandémie. Alors, il nous reste beaucoup de données accumulées là-dessus, mais on sait qu'il va y avoir une croissance dans les prochains mois. Est-ce que vous avez évalué la zone fatigue? Parce qu'on en entendait parler. La zone fatigue, oui. En fait, quand on regarde les premiers signes d'anxiété, il y a le sommeil, la qualité du sommeil. Et ça, évidemment, ça se répercute dans une fatigue. Il y a aussi le fait que nos activités quotidiennes sont modifiées. Alors, si on prend les gens qui faisaient plus d'exercice, la moitié en font moins depuis le début de la pandémie. Et tout ça, ces changements-là, ça crée une fatigue également. Et il n'y a pas à dire que, évidemment, le cheminement à travers la pandémie, il y a eu beaucoup d'inconnus. Et ça aussi, ça cause de l'anxiété qui se manifeste par une fatigue. Merci. J'ai une question de M. Éric Bergeron. Est-ce que les employeurs des grandes entreprises, je ne parle pas des petites, sont réellement au stade d'accepter que des employés aient des enjeux ou c'est davantage pour la photo? Et rajouter, dû au syndrome de performance individuelle pour les promotions et gravir les échelons. Quand même. Et ça, c'est une question qui est très intéressante. Et c'est pour ça que je dis il faut investir, mais les dirigeants doivent s'investir. Il faut que cet effort-là soit un effort qui est authentique. Si justement on fait ça pour la photo, les résultats ne seront pas là. Alors, quand on s'investit, c'est non seulement les programmes, mais il faut dès le haut de la pyramide dire aux gens, écoutez, il faut faire attention à soi, faites attention à vous et faire attention pour les dirigeants à notre propre santé mentale. Alors, non seulement il faut être authentique, mais il faut montrer l'exemple. Okay. Sinon, comme le disait M. Bergeron, ça peut devenir une opération photo. Alors, je pense que M. Bergeron a une sous-question. Est-ce qu'ils le sont prêts actuellement? Alors, M. Bergeron, je pense, selon les conversations que j'ai avec des collègues, avec des clients,
Et à travers ces discussions-là dans les chambres de commerce, oui, je pense que les gens le sont prêts. D'une part, parce qu'ils voient la condition de collègues qui s'est détériorée au cours des derniers mois, mais aussi parce que plus on lit sur le sujet, plus on voit que c'est vraiment un investissement. Alors, d'autres questions? Ne pas vous gêner, s'il vous plaît. Alors, nous, on constate que, comme vous disiez, on a tous un rôle à jouer comme employé, comme dirigeant pour bâtir des environnements de travail. Vous avez parlé quand même d'outils tantôt, puis il faut que ce soit sécuritaire, que ce soit sain. À votre avis, quel rôle peut jouer la technologie et comment peut-elle aider en matière de la santé mentale? En fait, la technologie, on ne peut pas passer à côté là, sur plusieurs aspects de notre vie et entre autres sur la santé mentale. Et je vais prendre un exemple très, très simple là, qui nous touche un paquet d'entre nous. Là. Ce sont, pour commencer, nos montres intelligentes. Nos montres intelligentes qui vont nous dire si on a fait de l'activité physique, qui vont nous dire si on a bien dormi et suffisamment dormi, qui vont même nous dire quel est notre niveau de stress. Alors ça, c'est une technologie là, qui est tout simplement disponible pour tous pour une somme d'argent qui est quand même assez modique. Un autre aspect de la santé mentale, c'est de trouver des ressources. Et ça, c'est plus important. Et il y a des plateformes qui existent maintenant pour trouver ces ressources-là. Une que nous connaissons très bien à la Sun Life et qui est disponible à tous, c'est la plateforme Lumino. Lumino vous permet de trouver des professionnels de la santé dans le sujet qui vous interpelle, entre autres en santé mentale, et vous permet même de prendre rendez-vous avec ces professionnels-là. Ce qui est d'autant plus intéressant, et on parle toujours de la technologie, c'est que maintenant, on peut avoir des consultations avec plusieurs professionnels en virtuel. Et ça, spécialement dans les régions éloignées, on a vu que c'était très, très bien accepté. Et dans un cas de rareté de professionnels, évidemment, on n'a pas nécessairement besoin de parler à un professionnel qui reste à 2 coins de rue de chez nous. On veut parler à un professionnel qui est disponible. Okay. Ouais. Je l'ai, ma montre intelligente. On a des statistiques des fois. Il faut faire attention, on peut devenir accro à ces statistiques. Oui, tout à fait. Mais ça nous challenge. Alors, j'ai une question de Sébastien Lucier, Création Jean. Oui. C'est une situation qui touche toutes les entreprises, grandes et petites. Si on se met dans une situation de réunion d'équipe dans une petite entreprise, quelle serait la question que vous poseriez à vos employés pour ouvrir la discussion? De quelle façon pouvons-nous nous rendre disponibles comme gestionnaires sans être des spécialistes et comment décerner les signes avant-coureurs auprès de nos employés? J'aime beaucoup la question parce que tous les gestionnaires sont confrontés à ça. Et je pense que, encore une fois, notre approche doit être authentique. Si on a une situation personnelle, il n'y a rien de mal à la partager. Alors, moi, je suis habitué à avoir un certain rythme de vie. Si je n'ai pas exactement le même rythme de vie, ça se pourrait que ça paraisse dans mon humeur et je peux l'expliquer, ça. Alors, je pense qu'il faut commencer en parlant de soi. Et là, c'est beaucoup plus facile de demander aux autres comment ça va. En groupe, c'est peut-être un peu plus difficile. Mais moi, au cours de la pandémie, comme plusieurs personnes chez Sun Life, on s'est fait un point de parler à nos gens individuellement. Une fois qu'on a parlé à tout le monde, c'est beaucoup plus facile d'avoir ces conversations-là. Et la question n'est pas très compliquée, c'est comment ça va? Comment ça va vraiment? Et on attend. Alors, s'il y a un lien de confiance, et je pense que dans la plupart des cas avec nos gestionnaires, il y a un lien de confiance, c'est là que ça va ouvrir. Maintenant, la question des signes est assez intéressante et le danger ici, il ne faut pas jouer au psychologue, il faut pouvoir tout simplement dénoter s'il y a un besoin d'aide et aligner les gens vers des ressources. Alors, assez souvent, il y a des catégories de signaux et ça peut être l'humeur des gens, alors des gens qui sont tristes, qui sont instables. Ça peut être une question de perception, alors des gens qui sont très autocritiques pour eux ou à la limite qui peuvent commencer à démontrer des idées suicidaires. Mais ça, évidemment, c'est dans les cas plus extrêmes.
Les fonctions cognitives, c'est-à-dire un manque de concentration, des problèmes de mémoire, de prendre des décisions, ou tout simplement la santé physique. Alors, comme je le disais, des changements dans les habitudes d'exercice ou de sommeil et manque d'énergie. Ça, ce sont des signes précurseurs. Alors, l'idée, évidemment, là, c'est de pouvoir voir ces changements-là dans le comportement des gens pour qu'on puisse intervenir avant que ça développe des problèmes plus sérieux. Et c'est ça l'essentiel de la prévention. J'ai une autre question de M. Vien de l'Université de Sherbrooke. Avez-vous des données sur l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale des jeunes travailleurs? Oui, alors, on n'en a pas qui sont propres à Sun Life, mais effectivement, depuis la venue des réseaux sociaux et, entre autres, l'utilisation des réseaux sociaux depuis la pandémie, il y a une forte augmentation dans les problèmes d'anxiété chez les jeunes adolescents et chez les adolescents et les jeunes adultes. C'est vérifié par plusieurs statistiques, ça. Oui. Alors, c'est une autre dimension, si vous voulez, là, la pression des réseaux sociaux qui existait évidemment avant la pandémie, mais qui s'est accrue parce qu'en raison de l'isolation, les gens font beaucoup plus recours aux réseaux sociaux. Une question ici. Le Conference Board du Canada estime que toutes les entreprises devraient avoir une stratégie en matière de santé mentale. Or, seulement 30% des employeurs se sont dotés d'un plan concret, pour aider leurs employés à faire face aux problèmes croissants de la santé mentale. Comme employeur, on part où et comment? Par où commencer? Alors, je fais référence à quelques commentaires que j'ai faits durant la discussion. Oui. La première chose, ça prend des dirigeants qui se lèvent et qui croient en la cause et qui sont prêts à être authentiques. On peut parler d'outils, tout ça, là, mais la fondation d'une politique en santé mentale, c'est des dirigeants qui y croient et qui veulent faire une différence. Et là, on peut penser que parce qu'on est une PME, c'est difficile. Bien, moi, j'ai fait plusieurs, et comme vous y avez fait référence, Louise, j'ai eu plusieurs conversations avec les chambres de commerce et les entrepreneurs. Il y a une chose magnifique dans les plus petites entreprises, c'est que si on prend une décision, ça se fait rapidement. Alors, il y a une rapidité d'exécution qu'on n'a pas dans la grande entreprise, premièrement. Et deuxièmement, on a une bien meilleure connaissance de l'entreprise que les dirigeants de grandes entreprises. Alors, pour ces raisons-là, on ne peut pas dire que c'est plus difficile d'avoir ces politiques-là, mais encore une fois, la base, c'est que les dirigeants et les gestionnaires y croient. Alors, on doit changer une culture d'entreprise qui doit être authentique pour favoriser la santé de manière générale, mais la santé mentale de nos gens. Et après ça, bien, on met les programmes en place. Et avec la trousse qu'on vous a fournie, vous allez voir, c'est très intuitif et c'est très simple. Ça n'a pas besoin d'être une grande stratégie. Il s'agit qu'elle soit appuyée par des dirigeants, une culture et une conversation avec les employés. OK, c'est bon. Donc, pour un propriétaire d'entreprise d'une PME, c'est vraiment d'être à l'écoute des employés. Alors, les solutions que pour un entrepreneur, pour de petites entreprises, c'est vraiment l'outil que vous partagez vient nous aider à se structurer pour oui, exactement. L'outil se divise en 5 activités que je vais dire. La première, j'y reviens continuellement, c'est de s'engager en tant que dirigeant et d'envoyer un message fort dès le départ. La deuxième, c'est de déterminer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Alors, il y a plusieurs manières de faire ça. La première, dans une plus petite entreprise, c'est d'avoir une conversation individuelle ou en groupe pour savoir ce qu'on peut faire de mieux. Dans des plus grandes entreprises, souvent, c'est les sondages qu'on va utiliser pour dénoter où on a des faiblesses dans notre mode de gestion. Et après ça, c'est de voir quelles sont les priorités, qu'est-ce qu'on veut régler. Alors, ça peut être le nombre de personnes qui s'absentent pour des raisons d'invalidité, ça peut être un paquet de choses.
Alors, il faut déterminer ce qu'on veut régler et comment on va le faire. Et comment on va le faire? Bien, ça, c'est la quatrième étape, c'est de mettre des actions. Chez nous, j'en ai parlé, on avait l'habitude de faire des réunions d'équipe à toute heure du jour ou journée de la semaine. Alors, tout simplement en disant aux gens, plus de réunions d'équipe entre midi et 1 heure, plus de réunions d'équipe l'après-midi, le vendredi, ça a été extrêmement bien reçu. Alors, ça, c'est un exemple qui est simple, là. Et ça, c'était pour surtout répondre aux besoins des jeunes familles où les enfants étaient à la maison. Et l'heure du midi, ça devenait problématique pour ces rencontres-là parce que les gens devaient s'occuper de leurs enfants sur l'heure du dîner. Et c'est très simple, mais ça a eu un impact. Encore dans nos sondages aujourd'hui, les gens nous disent que c'était la plus grande action qu'on a prise durant la pandémie pour les aider. Et finalement, la dernière étape, c'est d'évaluer justement si nos actions fonctionnent. Et ça, c'est comme un cercle qui tourne. Alors, on ajuste, on mesure, on va chercher les commentaires et on réajuste. Et ça, c'est quelque chose de vivant qui ne devrait pas s'éteindre avec la fin de la pandémie. Au contraire, je pense que ça va faire partie d'une culture d'entreprise. Puis, vous avez parlé, dans le fond, qu'on soit dirigeant de PME ou de grande entreprise, il faut diriger avec compassion, vulnérabilité. Pensez-vous que c'est une compétence que maintenant la direction devrait avoir dans l'avenir? Oui, alors… Investir dans cet enjeu-là maintenant. Bien, on parle beaucoup d'intelligence cognitive, d'intelligence émotionnelle. Oui, ça fait partie de la trousse d'outils qu'un dirigeant doit avoir de manière authentique. Et justement, il doit bâtir une culture autour de cet élément-là. Et je pense qu'il y a une meilleure compréhension des gens qui vont nous entourer. Et si on a une meilleure compréhension des gens qui nous entourent, normalement, on devrait être un meilleur gestionnaire. Oui. Donc, alors, concernant l'avenir, comment envisagez-vous l'avenir avec la santé mentale? Bien, la prochaine étape pour plusieurs entreprises, c'est justement ce qu'on peut appeler un retour à la normalité. Mais il ne faut pas penser que parce qu'il y a un retour à la normalité, que tout va être facile. Au contraire, ça va causer du stress parce qu'on va changer nos habitudes. Et pour moi, c'est une opportunité justement de mettre en place ces programmes-là pour s'assurer que nos gens reviennent à leur lieu de travail sans avoir d'anxiété, de stress ou de dépression. Et encore une fois, l'équation est simple. Si on investit, on va avoir un rendement. Mais encore plus simple que ça, si on n'investit pas, on sait que les employés sont capables d'aller dans d'autres entreprises qui vont leur accorder ces avantages-là. Ouais. Alors, de là, mon commentaire sur le fait que c'est une équation qui est assez simple. Oui, mais c'est intéressant. Justement, il y a 2 semaines, je mangeais avec quelqu'un qui me disait penses-tu qu'une assurance collective, c'est intéressant? Oui, c'est vraiment intéressant. Pour vos employés, là, même s'ils défraient, il y a des services qui sont offerts qui sont assez exceptionnels pour des employés et l'employeur. Bien, c'est tout à fait intéressant, Louise, parce que l'exemple auquel je faisais référence durant ma conversation, dans ma discussion, cet ami-là qui a mis un régime, il m'a dit que les employés ont offert de payer pour une partie de ce programme-là. Il voyait le bien fondé. Oui. Tout à fait. Offrir des avantages à nos employés, c'est toujours intéressant et c'est bon pour la rétention également, parce qu'investir, c'est s'investir et investir dans nos employés et la relève également, parce qu'il y a plusieurs entreprises. Exactement, parce que la relève, c'est le pouvoir d'attirer des nouveaux talents aussi. Oui, et tout ça, ça fait partie, puis là, je vais y revenir encore, d'un engagement de la direction, mais d'une culture d'entreprise aussi. Et encore une fois, une culture d'entreprise, c'est un changement de culture, c'est assez souvent plus direct dans une petite entreprise que dans une grande entreprise, parce qu'il y a moins de paliers. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle?
Je ne vois pas de main levée. Ça doit être assez clair ou les gens sont... Vous avez toutes répondu. Alors, Robert, vraiment une belle conférence et je vais la partager sur les réseaux sociaux. Oui. Et puis, ce sera sur notre site Internet. C'est vraiment intéressant. Éric Bergeron nous dit félicitations, c'est intéressant parce que c'est les changements qu'il y a eu dans la dernière année et demie, d'aller au travail à la maison, de revenir un peu, faire de l'hybride, c'est des outils qu'il a fallu appréhender et des nouvelles façons de faire qui, comme gestionnaire, fallait apprendre à faire des Zooms en direct comme ça. Il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients et il faut livrer, il faut être performant quand même. Et on veut que les gens aient appris et se sentent à l'aise. Alors, votre conférence est vraiment très intéressante. Attendez un instant, il y a peut-être d'autres. Sébastien qui nous dit « Sujet très intéressant et très important pour améliorer notre gestion auprès de nos équipes ». Alors, je pense que votre mission est accomplie ce matin auprès de nos participants. Louise, vous venez d'aborder un sujet qui est très important, ce sont l'importance de nos gestionnaires. Alors, on doit faire attention à nos gestionnaires aussi pour pas que toute la pression de ces changements-là soit sur leurs épaules. Alors, il faut les accompagner, il faut les former, il faut qu'ils soient confortables avec tous ces nouveaux concepts-là, comme vous le dites. Bien, merci beaucoup. Et pour les prochaines que vous allez faire, je vais aller mettre des commentaires comme quoi c'est très intéressant. Écoutez, merci beaucoup à tous d'avoir été présents. Je vous envoie le lien de la trousse à nouveau et dès que la vidéo est disponible, bien, je vous la transfère. Merci à vous. Merci beaucoup. Robert, très gentil. Merci à Jacinthe et bravo à toute l'équipe de la Sun Life. Au plaisir. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Au revoir.